Quand on perd espoir, l'important c'est de se souvenir qu'une seule bougie met de la lumière dans une pièce. Il n'y a pas besoin d'avoir 1000 bougies. Et c'est certain que dans le monde dans lequel on vit, on est face à beaucoup de gros défis. La Terre sur laquelle on est, on fonctionne de plus en plus d'une manière globale. Et c'est certain que quand on regarde les différentes choses qui se passent à travers la planète, il y a un désordre assez important. Et il y a le titre d'un film de Colin Serrault que j'aime beaucoup, en fait, c'est un film documentaire sur l'alimentation qui s'appelle Solutions locales pour désordre global. C'est-à-dire qu'elle partait du principe où on n'a pas nécessairement de pouvoir pour lutter contre des grosses compagnies comme Monsanto ou autres, parce que c'est tellement tentaculaire, leur pouvoir politique et économique est tellement fort que s'attaquer directement à eux, ça demande peut-être un degré d'inconscience, parce que le combat est probablement très difficile à mener. Par contre, si chaque personne refait un potager, si chaque personne essaye de maintenir à l'intérieur de son environnement quelque chose qui est sain et serein, et que ça permet de faire rayonner d'abord dans la famille, puis petit à petit dans l'environnement, avec la famille élargie, avec les amis et autres, et qu'il y a cette solidarité à laquelle on aspire tous qui peut arriver à se créer, même si les gens ne sont pas nécessairement des voisins, ça peut faire en sorte qu'on crée des communautés vivantes et des communautés qui vont ressembler beaucoup plus à ce à quoi on aspire de vivre. Alors peut-être que ces communautés vont bouger. Pourquoi? Parce que bien souvent, et j'ai fait partie de ces gens-là, j'ai espéré d'être dans un groupe et rester tout le temps dans ce groupe-là, puis vraiment pendant les 30, 40, 50, 60 prochaines années. Mais chaque personne à l'intérieur d'un groupe peut bouger, peut évoluer, et pas toujours nécessairement dans une manière ou dans une direction qui fait sens pour nous. Donc, peut-être que les groupes, les communautés seront en géométrie variable en fonction de certains projets ou en fonction de certaines réalités qu'on rencontre. Mais ça reste quand même que si on revient à ce concept de solution locale, c'est ça qui fait en sorte que toute solution locale qui va s'associer les unes aux autres, même si les communautés autres ne sont pas nécessairement toujours alignées sur exactement ce qu'on veut faire, ça va faire que globalement, on va arriver à faire changer des choses. Et quand moi je perds espoir, il y a un film que je regarde systématiquement, et bien souvent mes enfants et ma conjointe viennent le voir avec moi, je pense que je dois l'avoir vu 50 ou 60 fois, c'est un autre film de Colin Serrault qui s'appelle La Belle Verte, où quelque part ça met en scène, bon c'est un film un petit peu science-fiction, vu que ça se passe au départ sur une autre planète, mais toutes les étapes à travers lesquelles cette planète-là est passée pour pouvoir arriver à retrouver une essence de vie qui est plus cohérente avec l'être humain auquel on aspire. Et une de ces personnes-là est envoyée sur la Terre et se retrouve en fait confrontée à toute l'absurdité globale dans laquelle on peut vivre. Mais toujours est-il que ça ramène en fait l'important de faire bouger les choses. Et dedans, il y a un médecin. Il y a un médecin qui au départ du film avait un ego extraordinairement puissant. Tu sais, c'était le grand Manitou d'un département. Puis dans cette rencontre avec Mia l'extraterrestre, il retrouve contact avec son essence. Il retrouve toute la dimension de cet être-là qu'il habitait. Et en même temps, dans le film, à la toute fin, Mia retourne en fait sur sa planète, mais le médecin, il ne fuit pas la réalité terrestre dans laquelle on est. On est ici pour faire quelque chose, et c'est petit à petit qu'on va arriver à transformer les comportements autour de nous, et l'endroit où on a le plus de contrôle, où on a le plus, en tout cas, contrôle, j'aime pas ce terme-là dans le sens français, parce que souvent le contrôle c'est très rigide, je préfère le mot to control en anglais, qui est plus conduire, une conduite automobile, on ne contrôle pas grand-chose, mais le mot contrôle en anglais est beaucoup plus souple que le mot français. Et c'est important pour moi, pour laquelle je le prends, c'est qu'on peut donner une direction à nos vies là, de plus en plus cohérente avec ce à quoi on va faire. Tu sais, par exemple, avant c'était instinctif. Je ne voulais pas qu'il y ait des jeux électroniques qui rentrent à la maison. Et aujourd'hui, c'est de plus en plus documenté à quel point les jeux électroniques vont venir perturber les apprentissages chez les enfants. La même chose avec la télévision. Et on peut simplement essayer de développer des attitudes avec nos enfants pour que, justement, ils soient plus cohérents avec... C'est un enfant qui joue continuellement à des jeux de guerre. On lui apprend que le monde est dangereux. Il faut tuer pour survivre. Un enfant qui vit dans un environnement où on fait attention au potager, on fait attention à l'entrée dans la famille, il fait ses tâches ménagères. Ce sont des toutes petites choses, ce sont des petites choses auxquelles probablement on fait tous
sans nécessairement toujours être conscient de l'impact que ça peut avoir pour nos enfants, mais c'est ce qui fait que petit à petit, l'enfant développe un sens de la communauté qui est plus cohérent avec ce qu'on souhaite vivre. Alors, si on veut être cohérent, il faut peut-être accepter d'avoir quelques disputes avec les enfants, de ne pas avoir de jeux électroniques à la maison, puisqu'on sait que ça va vers une direction qui amène quelque chose qu'on n'a pas nécessairement le goût de transmettre. Donc, rester cohérent, le plus cohérent possible pour pouvoir arriver à développer. Puis, mes enfants, ils n'ont pas de jeux électroniques à la maison. Ils n'en sont pas morts. Ils ont 11-12 ans maintenant, en tout cas les plus grands. Puis oui, c'est vrai que régulièrement, ils nous reviennent avec la demande. Oui, mais un tel en a, un tel en a, un tel en a. Mais oui, ils en ont. Quand tu vas chez eux, tu vas jouer avec eux, puis tu joues avec ces jeux-là. Mais chez nous, on a fait un choix. On veut être cohérent. Et oui, mais donc je peux aller chez mon ami. Mais oui, quand tu es chez ton ami, tu peux jouer avec. De temps en temps, c'est pas. Sauf que si je l'avais à la maison, il faudrait que je me dispute tous les jours avec toi pour que tu puisses l'utiliser, pour que tu arrêtes de l'utiliser. Donc, on préfère que tu ne l'aies pas. Et c'est la même chose par rapport à plein d'utilisations, par rapport à des caprices, par rapport à l'usage de l'alcool, par rapport à toute une série de petites choses que dans notre quotidien, on peut faire des choix et le tout, c'est de rester le plus cohérent possible. Et cette cohérence-là va faire en sorte que l'enfant, confronté à lui, il va probablement être plus en contact avec lui. Tu sais, une des choses pour lesquelles mes enfants aussi ne m'aiment pas trop, c'est quand il fait beau dehors, ou que ce soit l'hiver ou l'été, c'est que je les envoie dehors. La phrase typique, c'est « Je m'ennuie ». Ben ok, ennuie-toi. Et puis, non mais je m'ennuie. Oui, j'entends bien, tu t'ennuies. Non mais t'as pas compris, je m'ennuie. Mais oui, j'ai bien entendu, tu t'ennuyais. T'as le droit de t'ennuyer, on est en démocratie. T'as cette chance-là, toi, tu ne dois pas aller travailler dans une usine. Mais au bout de 10 minutes, ils ont créé un jeu. Et en fait, le fait de s'ennuyer, de ne pas pousser sur le bouton on pour être sur un ordinateur, sur une DS ou sur la télévision, fait en sorte qu'ils vont aller chercher à l'intérieur d'eux quelque chose pour avoir du plaisir, quelque chose pour s'amuser. Donc ils vont être beaucoup plus en contact avec ce qui fait sens pour eux. Alors j'ai un de mes enfants qui préfère le sport, j'ai un autre qui préfère les poupées, j'ai un troisième qui préfère les petites voitures. Donc chacun va jouer en fonction de son essence et de ce qui y a du sens. Mais c'est pas moi qui vais forcer quelque chose, si ce n'est que oui, il y a peut-être une décision que l'on a prise, ma conjointe et moi, c'est d'interdire les jeux vidéo et de restreindre beaucoup la télé. C'est pas tout juste interdire pour interdire, c'est qu'il y a quelque chose d'autre qui est cultivé à côté. Oui. Pour nourrir la vie, quoi. Tout à fait, parce que la chance qu'on a, c'est que c'est certain que si je vivais dans un HLM et que si mes enfants vont jouer dehors, qu'il y a des gangs au bas de chez moi, le jeu vidéo est peut-être moins nocif que d'être en contact avec la gang. Donc, dans ce que je fais ou dans ce que j'encourage de faire pour les familles que je rencontre à travers mes conférences ou ma clinique, c'est pas un discours sectaire, c'est un discours, c'est soyons cohérents. Et où est-ce qu'il y a le moins de danger? Et c'est vrai qu'un enfant va avoir moins de danger, de nouveau si je reprends un quartier qui est plus difficile, peut-être moins de danger à être devant un jeu vidéo que d'être dans la rue. Par contre, il y a le choix de jeux vidéo. Il y a des jeux vidéo où on peut construire des choses, et il y a des jeux vidéo dans lesquels l'enfant va se désensibiliser par rapport à la vie. Donc un jeu de voiture, de course, est probablement moins nocif qu'un jeu de guerre où on doit tuer des zombies à tort et à travers. Donc c'est de nouveau, c'est de trouver le truc. Dans le domaine de l'éthique, c'est pas le domaine de la morale, c'est bien ou c'est mal. C'est vraiment essayer de trouver où est-ce que c'est le moins nuisible pour l'autre. La même chose par rapport aux médicaments. On a des personnes qui, sans médicaments qui agissent sur leur cerveau, seraient dans une situation extrêmement dommageable pour eux ou pour leur entourage. Donc le médicament va faire peut-être partie de la solution. Est-ce que maintenant le médicament doit se généraliser dès que notre comportement correspond à une étiquette diagnostique? C'est peut-être là qu'il faut s'interroger sur est-ce que c'est vraiment nécessaire ou est-ce que c'est une facilité et ça répond en fait aux attentes extérieures? Donc, si je reviens avec ce que je disais tantôt, c'est que l'important, c'est d'essayer d'offrir à nos enfants des environnements dans lesquels ils peuvent arriver à s'épanouir le mieux possible pour justement être le plus cohérent. Et si le fait d'acheter une télévision, une plus grosse voiture, un voyage à Cuba ou ailleurs fait en sorte qu'on s'endette et que la pression sur la famille est plus importante, est-ce que l'endettement que l'on crée, que l'on génère pour avoir plus de confort matériel, est-ce que c'est quelque chose qui a vraiment du sens?
ou est-ce que je peux m'en passer et développer? C'est certain que notre besoin de soleil va être là, mais se promener dehors en plein cœur de l'hiver quand il fait beau, la chance qu'on a par exemple au Québec, c'est que les hivers sont beaux. Il y a de la lumière. Donc se promener en forêt ou se promener même dans un parc en plein cœur de Montréal va être très ressourçant. C'est vrai qu'on serait peut-être mieux sur une plage à Cuba, mais si cette plage à Cuba met cette pression supplémentaire sur ma famille, est-ce que le coût en vaut la chandelle? Je ne suis pas certain. Donc c'est toujours se questionner. J'achète rarement des choses sur l'impulsivité. Je regarde, ça me prend parfois des semaines et des semaines, pour pas dire des mois, avant de faire certains achats qui sont conséquents. Mais au moins, j'ai pesé le pour et le contre. Et c'est vrai que peut-être, je vais faire un crédit, ne serait-ce que pour l'achat de ma maison. Mais en même temps, c'est quelque chose qui a été mûrement réfléchi. Et si, de nouveau, on revient, la discussion dans le couple est fondamentale. Souvent, l'espace financier, c'est un des espaces dans lequel il y a plus de tension dans le couple. Mais si le couple peut arriver à faire des choix qui sont conscients, pragmatiques et solidaires, à ce moment-là, on ira peut-être là aussi dans une dynamique qui est plus cohérente avec ce que les gens auxquels ils aspirent. Je pense que la cellule familiale, c'est l'espace dans lequel on a le plus de possibilités de pouvoir faire une différence. Et tantôt, je parlais de potager. C'est certain qu'il y a des personnes qui sont tellement bousculées par la vie, elles sont loin d'être là. Et si en plus ils vivent dans un HLM, ils sont peut-être encore plus loin que ce que d'autres vont pouvoir l'être. D'un autre côté, même si je vis dans un HLM, je peux toujours avoir des bacs de fleurs dans lesquels je fais pousser de la salade, dans lesquels je fais pousser un peu de carottes ou des choses pareilles pour pouvoir arriver à subvenir à un certain nombre. Il y a plein de solutions qui sont développées pour l'instant ici au Québec que je trouve très intéressantes, qui permettent en fait de faire du jardinage mais dans un contexte de ville. Alors oui, l'idéal c'est peut-être d'avoir un potager, il y a des potagers collectifs qui existent aussi dans certains quartiers, mais en même temps, oui, ok, on commence là où on est, et puis on fait attention. Et puis c'est certain aussi que ce que je trouve bizarre dans nos sociétés, c'est que c'est moins cher d'acheter un 2 litres de coke qu'un 2 litres de lait. Il y a un non-sens quelque part. Comment ça se fait que c'est aussi facile ou que cette différence-là qui existe? Donc, il y aurait peut-être aussi l'État qui devrait questionner la manière dont on taxe les choses. Et peut-être que de mettre une taxe à 400% sur du coke pour que le prix du coke coûte aussi cher que du lait, ce serait une solution qui serait utile pour que la société évolue vers des choix d'aliments plus sains. Et petit à petit, oui, mais ça, il va falloir une pression populaire, il va falloir que les gens en prennent conscience et ainsi de suite.